Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu salam ala Rasulillah. Amma ba'd. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes bien installés. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Je voulais juste commencer par remercier les organisateurs et les gens qui ont rendu cet après-midi possible. C'est bon, on m'entend correctement là? Ça va? Au fond, ça va, vous entendez correctement? Vous préférez si je prends le micro? Je prends le micro, c'est plus facile? D'accord. Ok. Donc, je disais, je voulais remercier les gens qui ont rendu cet après-midi possible et surtout ceux que vous ne voyez pas là, ceux qui sont derrière les stands, ceux qui sont en train de travailler en coulisses, ceux qui ont ouvert la salle ce matin, ceux qui vont ranger les chaises après que vous soyez partis, les gens de la municipalité qui ont mis cette salle à disposition, qui l'ont préparée, qui l'ont organisée. C'est pour eux que j'aimerais avoir ces premiers mots parce qu'ils sont, vous le verrez, un petit peu les héros anonymes de l'histoire que j'ai envie de vous raconter. Vous allez le comprendre au fil de mon intervention. C'est l'histoire d'un fonctionnaire japonais qui s'appelle Saito. Il travaille dans une mairie, dans une ville secondaire du Japon. Et dans cette mairie-là, comme dans la plupart des régions japonaises, les choses sont très organisées, sont très codifiées, chacun a son rôle, chacun a sa mission, et chacun essaie de ne pas sortir de cette case-là, d'essayer de ne pas sortir de ce cadre-là. Et ça fait partie aussi du rapport au travail, du rapport à la fonction, y compris dans l'administration, de rester vraiment dans ce cadre-là. Et la plupart du temps, c'est bien comme ça, parce que les choses sont organisées. Et si on a confiance dans le type d'organisation et dans le mode d'organisation de ce système-là, alors normalement, ça doit rester fluide. Sauf qu'au bout d'un moment, il se passe la chose qui se passe dans toutes les organisations. Le système devient désincarné, ne subsistent que les règles, ne subsistent que les cadres. Et au fur et à mesure, c'est plus aussi fluide. Et on voit que ça vire à la bureaucratie. Les voisins de Saito sont l'un chargé de tamponner les courriers, l'autre chargé de renvoyer les personnes vers un autre guichet, l'autre encore est chargé de signer et de fermer les enveloppes, et chacun ne veut strictement rien savoir de ce que l'autre vit et de ce que l'autre traverse. Et puis, dans cette mairie-là, il y a un groupe de mamans qui vient pour alerter la municipalité sur un problème. Ce problème, c'est un problème d'assainissement, c'est un problème de toxicité de l'eau dans un des quartiers de la ville. Ça fait des semaines que les enfants de ce quartier-là tombent malades à cause de l'eau qui est polluée et à cause d'une canalisation qui est infiltrée par quelque chose de toxique. Elles arrivent à la mairie, on les renvoie vers tel autre guichet, puis vers tel autre guichet, puis vers tel autre, et donc il y a un rapport qui se crée à l'administration dans cette ville-là, qui n'est pas du fait des employés de la mairie, ni même de la volonté politique de ces élus, ni même des habitants et des citoyens du quartier, mais de fait, le système est devenu autonome, il a quelque chose d'organique qui éloigne les gens les uns des autres. Et Saito n'y prête pas attention parce que ce n'est pas son travail d'y prêter attention. Et Saito veut bien rester dans sa case, veut bien rester dans son rôle. Sauf que, lui aussi, est pris de problèmes de santé. Et quand il va voir le médecin, on lui annonce qu'il est gravement malade, il a un cancer, et il lui reste quelques semaines, à peine quelques mois à vivre. Saito rentre chez lui, mais il n'a personne avec qui partager cette nouvelle. Et au travail aussi, son rapport avec les collègues, son rapport avec les gens qui sont dans la mairie avec lui, n'est pas tel qu'il peut s'ouvrir à eux, de dire voilà ce qui m'arrive, voilà comment je me sens, voilà la peur que j'ai, voilà ce que j'aimerais faire pendant le temps qui me reste, pendant le temps qui m'est imparti. Donc il n'a personne avec qui partager ça. Mais l'histoire des mamans qui sont venues plutôt à la mairie, cette histoire l'a marqué. Et donc il s'assigne une mission. Pendant le temps qui lui reste, et il ne sait pas combien de temps il lui reste, il va essayer de résoudre ce problème. Et voilà Saito qui, en plus de son travail, en plus de sa mission, se sent investi du rôle d'aller un peu plus loin que juste ce qui lui est assigné. De réenchanter un peu sa mission et son travail, y compris dans le cadre formel que lui offre la mairie. Et donc il va aller essayer de convaincre des universitaires de mener une étude, essayer de convaincre ses collègues d'aller sur le terrain rencontrer les mamans. Il va les réunir pour les aider à écrire un courrier, une demande officielle auprès de la municipalité. Le maire qui a plein de choses à faire par ailleurs et qui n'est pas malveillant, qui n'est pas dans l'opposition vis-à-vis de ses concitoyens, mais qui n'a juste tout simplement pas réalisé la nature du problème, eh ben Saito va aller le sensibiliser. Et il va faire tout ça dans l'anonymat le plus total. Et il meurt quelques semaines plus tard. Il est enterré de manière quasiment anodine. Il n'y a personne qui vient le jour de son enterrement. Mais quelques semaines plus tard, les travaux commencent. La canalisation est réparée. L'eau est assainie. Les enfants retrouvent leur santé.
Et puis tout le monde découvre que le problème a été résolu. Et quand on cherche, quand on va pour remercier à la mairie, qui a fait ça, qui a accompli tout ça, monsieur le maire, est-ce que c'est vous, monsieur le chef de département, est-ce que c'est vous, tout le monde se renvoie la balle parce que personne ne sait, au bout du compte, comment ce qui était impossible quelques semaines auparavant est devenu possible par intervention, pas du Saint-Esprit, pas d'un prophète, pas d'un guide, pas d'un prêtre, pas d'un imam, non, d'un homme qui était jusque-là quelqu'un de tout à fait ordinaire et qui est devenu, même dans sa mort, un héros anonyme. Donc, avant que notre vie prenne fin, et on ne sait pas quand elle prendra fin, avant que on aille au bout de nos forces, au bout de notre santé, au bout de notre énergie, peut-être qu'on a la chance de pouvoir réfléchir à ce que Saito a fait dans sa mort et d'essayer de le faire chacune à notre échelle dans notre vie. Saito, c'est cette demande, c'est cette mauvaise nouvelle qui a convoqué dans sa vie un moment décisif où il se dit « Attends, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai envie de faire quelque chose de significatif. J'ai envie de faire quelque chose d'utile. Et pour ça, je vais être capable de renouveler ma vie. Ma vie, elle va plus uniquement être celle de quelqu'un qui se déresponsabilise du sort de la cité, de quelqu'un qui est à distance de la vie des gens, de la vie de ma communauté, de la vie de ma ville. Pas à distance de ça. Au contraire, je suis en situation de responsabilité et dans le cadre qui m'est imparti, avec les moyens qui me sont impartis, je vais essayer de faire l'œuvre la plus belle et la plus utile qui soit auprès de ceux qui, dans mon contexte, en ont besoin. Et c'est ça le message principal que j'aimerais vous transmettre. Chacune d'entre nous, dans son travail, dans ses études, dans sa famille, dans ses responsabilités auprès d'une communauté religieuse ou bien auprès d'une communauté citoyenne, il a des responsabilités. Et chacun d'entre nous, on est des êtres humains, donc on a des limites. Il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où on se sent un peu en défaite vis-à-vis de quelque chose qui, dans notre société, semble avoir été éteint. Saito, face à ce qui était devenu quelque chose de très bureaucratique, lui-même, il était éteint. Et c'est cette peur primale de voir sa fin venir qui l'a réveillé en tant qu'être humain. Et cette précarité-là, le fait de ne pas savoir ce que sera demain, au bout du compte, c'est quelque chose d'inhérent à la condition humaine. C'est le fait de ne pas savoir quelle sera ma chance de survivre demain qui fait que la journée qui me reste aujourd'hui, je vais essayer d'en profiter du mieux que je peux. D'accord ? Et c'est d'autant plus important dans le contexte actuel que l'on traverse. On parle beaucoup de racisme, on parle beaucoup d'exclusion, on parle beaucoup d'islamophobie, et malheureusement, structurellement, au CCIF, on est obligé de gérer cette réalité au quotidien, qui se traduit par des actes de violence, des actes de discrimination. Mais c'est juste pas suffisant. Le CCIF, même doté de tous les moyens du monde, est encore une structure qui est une structure réactive, une structure qui fait face à des injustices qui se sont déjà produites. Et qui a besoin que ces injustices-là soient déclarées pour pouvoir intervenir de manière utile et constructive pour soit rentrer dans une médiation et résoudre un cas de discrimination, soit faire arrêter la personne qui s'est rendue coupable d'un graffiti sur la mosquée, d'une profanation d'un cimetière, d'une agression sur une personne. Mais c'est tout simplement pas suffisant. Et ça ne peut pas être un message citoyen suffisant à l'ensemble de nos communautés, à l'ensemble de nos villes, à l'ensemble de notre pays, de dire que voilà, on va se contenter d'un registre de réaction, d'un registre au bout du compte qui est structurellement, purement répressif. D'accord ? Et pire encore, ça n'adresse qu'une partie du phénomène islamophobe. Parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que juste le phénomène dans ces discriminations et ces violences. C'est l'impact psychologique que ça a sur les musulmans d'abord, mais sur l'ensemble des concitoyens. Regardez les débats politiques auxquels on a droit en ce moment, regardez la nature du débat médiatique et démocratique face aux élections qui se présentent, et vous verrez que ce n'est pas uniquement sur les musulmans que ça a un impact. Il y a un affaissement, il y a un délitement du débat public qui fait qu'au lieu de s'occuper des questions les plus importantes de notre cité, de notre ville, de notre pays, on se retrouve à savoir comment on va se monter les uns contre les autres. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de se balader avec un double décimètre sur les plages et de comprendre qui est autorisé et qui est interdit, qui est une provocation à l'identité française et qui doit être toléré dans l'espace public. Et ça, c'est une injustice pas uniquement pour les musulmans et les musulmanes, mais pour l'ensemble de notre pays, pour l'ensemble de nos concitoyens. Et donc, il va falloir être capable de s'extraire de ça. Si on prend une définition sociologique de l'islamophobie, on peut définir ça comme étant la construction d'un problème musulman. Mais pour construire un problème musulman, il faut qu'un musulman ou une musulmane s'asseye dans le siège du problème. Or, accepter cette assignation à problème, c'est en soi valider l'islamophobie.
Donc la plus grande victoire que l'on puisse prendre sur l'islamophobie, c'est de ne pas s'asseoir dans ce siège. Là où on voudrait construire des camps, des nous et des eux, des distanciations entre des gens sur base de leur religion, de leur appartenance ethnoculturelle, sur le fait qu'ils ne sont pas du même choix politique ou du même bord idéologique ou spirituel ou autre que nous, eh bien ça, c'est un acte de résistance. Dire non à ça, c'est un acte de résistance. Ne pas s'asseoir dans ce siège qui valide l'altérité problématique, c'est un acte de résistance. Et donc la plus belle réponse qu'on puisse faire, c'est quand on voudrait faire de nous le problème musulman, soyons tout simplement la solution humaniste. Soyons capables de faire cette œuvre d'empathie qu'on demande à l'ensemble de nos concitoyens de faire à notre égard quand on est victime d'un acte de violence ou de discrimination. Quand aujourd'hui, dans notre société, il y a des problèmes qui ont été abordés tout à l'heure. On a parlé du défi environnemental, du défi éducatif, de la détresse sociale, de l'exclusion vis-à-vis de personnes qui ne sont même pas exclues pour leur religion ou pour leur ethnicité, mais pour le simple fait que ça, c'est des personnes âgées, ça, c'est des travailleurs pauvres, ça, c'est des gens qui sont dans un espace rural et donc que l'on va faire passer pour des arriérés ou pour des gens qui ne comprennent rien à la modernité ou ainsi de suite. Ces gens-là qui sont en souffrance, qui font face à des épreuves, ils ont besoin de notre empathie et de notre présence, de la même manière qu'un étudiant ou une étudiante rejetée de l'école ou de l'université a besoin de notre empathie et de notre soutien. D'accord ? Donc, en faisant ça, on n'est pas en train de faire un acte de faiblesse en disant « voilà, il faut que j'aille aider les autres » parce que... Non, au contraire, on est en train de reconquérir ce que c'est tout simplement d'être humain. Être humain, c'est dire « je ne suis pas défini par la haine qui me vise ». Je ne suis pas défini par ce que les autres disent de moi. Je suis défini par ce qui anime mon cœur, par la beauté de mes actes, par ma capacité à m'extraire de la condition immédiate dans laquelle on voudrait m'assigner pour dire, en vérité, toi tu te bats pour cet espace symbolique-là, moi je vois l'avenir de nos enfants. J'ai pas envie que nos enfants grandissent en nous voyant nous écharper à 65 millions de citoyens sur la longueur des jupes et la largeur des pantalons. J'ai pas envie que notre seule trace sur Terre, ce soit entre les années 2000 et 2020, voilà la France, entre 2000 et 2020, des débats polémiques les uns après les autres. J'ai envie que dans les livres d'histoire, on parle de cette génération-là comme étant celle qui a été capable de s'extraire du temps politique anxiogène qui est le sien, pour reconstruire, pour réécrire un récit français qui soit, au bout du compte, fidèle à une devise d'égalité, de liberté, de fraternité, qui trop souvent est devenue une insulte parce qu'elle est en décalage avec le réel. On a trop souvent pris cette devise, et je terminerai là-dessus, comme une espèce de constat, comme une espèce d'identité française. Au bout du compte, c'est une espérance. Si on dit aux gens qui vivent la précarité sociale et l'exclusion, chante la Marseillaise, répète la devise de ce pays, elles deviennent comme des slogans vides de sens parce qu'elles sont en décalage total avec leur expérience de vie au quotidien. Mais si on dit qu'au bout du compte, liberté, égalité, fraternité, c'est un idéal, et au bout du compte, c'est un objectif de vie. C'est la définition de la société dans laquelle on aimerait vivre et vers laquelle on doit tendre par nos actes. Alors là, non seulement on ne les met pas en décalage avec leur pays, avec la notion fondatrice de leur pays, mais en plus, on les invite à l'action. Parce qu'on leur dit, bienvenue dans le réel. Il y a des injustices. Dans cette société, dans ce temps-là, être une femme, avoir un handicap physique, être d'une couleur différente ou d'une religion différente, ça vient parfois avec un préjudice. Bienvenue dans le monde réel. Bats-toi pour changer ces choses-là et réveille-toi, pas uniquement pour ton sort à toi, mais pour l'ensemble de cette communauté-là. Et ça, c'est la plus grande victoire qu'on puisse prendre sur le racisme et le populisme. Parce que le drame d'une société qui sombre dans ce populisme-là n'est pas dans la violence de ses extrêmes, mais dans le silence de sa majorité. Merci.